Donc, bienvenue à ce webinaire d'1 heure, 11 h midi, organisé par l'ARFAB. Je suis Joëlle Mirabli, formatrice interne en comptabilité et analyse financière à l'ARFAB. Alors, comment va se dérouler donc ce webinaire? Je vous présente le sommaire. D'abord, une petite présentation de la problématique. Ensuite, la méthodologie à adopter par rapport à cette problématique, les outils. Et enfin, quel type d'accompagnement que l'ARFAB peut vous proposer par rapport à cette problématique. Donc déjà, pourquoi on est là? Qu'est-ce que ce webinaire peut vous apporter? Mais tout simplement, puisque au quotidien, quand on est un artisan, il y a des questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que je vais gagner de l'argent aujourd'hui? Est-ce que le prix que je propose à mon client me permet de couvrir en fait mes charges? Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que mon prix correspond au prix du marché? Est-ce que même si effectivement je me suis renseignée sur le prix du marché, mais est-ce que par rapport à l'augmentation des tarifs qui sont réguliers des charges, est-ce que j'arrive encore à rester dans une dynamique de profit? Voilà toutes les questions que l'on se pose régulièrement en tant qu'artisan. Et donc aujourd'hui, c'est pouvoir vous donner, vous rassurer en fait sur certainement des choses que vous faites tous les jours, mais vous rassurer sur les outils que vous utilisez, que vous mettez en place pour rester dans les clous. Et en tout cas, les calculs, est-ce que les calculs que vous faites spontanément, est-ce que ce sont réellement les calculs qui permettent de rentrer dans une dynamique économique, dans une dynamique financière? Donc, voilà les questions qui sont posées, que je viens de donner. Sur quoi dois-je me baser pour fixer un tarif? Souvent, on se pose cette question. Combien peut-on facturer à l'heure? Ou est-ce que le prix du marché me permet de couvrir mes dépenses? Est-ce que ces questions vous parlent? Quels sont les éléments que vous utilisez pour pouvoir fixer votre prix et donner un prix de vente à votre client? On a les charges indirectes, les charges variables, non variables et les non incorporables. Les charges directes, ce sont les charges qui sont associées directement à votre chantier. Imaginons que vous êtes sur la construction d'une maison et donc toutes les charges qui sont associées à ce marché sont appelées les charges directes. Donc, ce sont les achats de matériaux que vous faites en lien avec ce chantier, par exemple. Donc, les achats de matériaux, la location du matériel, le personnel qui est utilisé pour la construction de cette maison, c'est ça les charges directes. Et les charges indirectes, ce sont les frais qui ne sont pas associés donc à ce chantier. Et donc, charges indirectes qu'on appelle aussi frais généraux. D'accord? Est-ce que j'imagine que ces termes vous parlent? Frais généraux. Donc, les frais généraux, ça peut être quoi selon vous? Ça peut être effectivement les assurances, téléphonie, voilà, les frais qui rentrent plutôt dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise et qui ne sont pas associés directement au chantier en cours. D'accord? C'est ça les frais généraux. Et donc, je disais que dans les comptes de l'entreprise, il faut bien différencier les charges directes, indirectes et les charges variables et les charges fixes. Donc, vous pouvez, dans le quotidien, vous avez des charges fixes comme par exemple les salaires, d'accord? En termes de charges variables, ce sont plutôt tout ce qui est achat de matières premières, OK? Donc, les matières premières, vous vous rendez bien compte que ça peut être, qu'elles sont des charges variables et en même temps des charges directes. D'accord? Donc, vous avez, pourquoi il est important de différencier et de bien répartir les charges de votre entreprise? Parce que vous avez besoin de ces informations pour calculer votre coût horaire sec. Mieux vous allez répartir les charges de votre entreprise et mieux vous serez précis
dans le calcul de votre coût horaire sec et donc votre tarif sera vraiment adapté au coût du marché et également à vos charges. D'accord? Parce que la problématique, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver que le coût du marché soit, bon, je donne un tarif, soit de 30 € le coût horaire sec, mais peut-être que ces 30 € ne couvrent pas vos charges. Donc, il faut arriver à trouver une solution pour finalement ne pas vous retrouver à vendre à perte ou encore à vendre trop cher. Donc, c'est ça le principe du calcul, c'est de pouvoir être vraiment en phase, en ligne entre vos charges et le prix du marché. Donc, je répète, je reviens sur le fait que la répartition des charges, c'est très important. Donc, vous avez les charges directes, vous avez les charges indirectes. Alors, c'est quoi les charges directes? Ce sont les charges qui sont associées au chantier en cours, qui sont directement liées au chantier. Les charges indirectes, ce sont toutes les autres charges ou encore frais généraux, d'accord, qui ne sont pas en lien direct avec les chantiers. Ensuite, vous avez les charges variables et les charges fixes. Les charges fixes, ça peut être les salaires, ça peut être votre facture, par exemple DDF, c'est plutôt l'abonnement. Ça, c'est la partie fixe. Ça peut être la téléphonie. Vous avez pas mal de charges fixes dans votre entreprise, les charges variables, les charges directes et indirectes, etc. Est-ce que... et donc là, sur cette diapo, vous avez des exemples que vous pouvez éventuellement noter concernant les charges. Donc, les charges directes et variables, ce sont les matériaux, gros œuvres. Voilà, effectivement, ce sont des charges qui sont directement liées au chantier et qui sont des charges variables. L'achat de marchandises, l'achat de matériaux. Ensuite, vous avez les frais généraux ou encore qu'on appelle charges indirectes, donc qui sont des charges fixes et variables. D'accord? Donc, fixe, ça peut être le loyer, effectivement. Si vous payez un loyer, c'est une charge fixe. D'accord? Et les frais de déplacement sont arrangés dans les charges variables. Alors, quels sont les éléments dont on a besoin pour pouvoir faire cette répartition? Alors, vous avez besoin de votre compte de résultat et si vous le faites, le fichier de suivi de chantier et également le fichier de salaire. Alors, j'explique pourquoi vous avez besoin de ces 3 éléments. Dans le compte de résultat, on va le voir tout à l'heure, vous avez des comptes spécifiques dans lesquels vous pouvez aller chercher des informations chiffrées concernant vos achats externes. D'accord? Les charges, on appelle ça autres achats et charges externes. On va le voir tout à l'heure à quelle ligne ça correspond dans le compte de résultat. Dans le fichier des salaires, vous avez besoin du montant des salaires bruts. Donc, brut, c'est-à-dire avec les charges salariales et patronales. Et ça, vous avez besoin de ces éléments pour calculer la main-d'œuvre productive et improductive. Alors, si vous voulez être beaucoup plus précis dans la répartition de votre main-d'œuvre productive et improductive, le fichier de suivi de chantier est intéressant. Parce qu'en fait, j'imagine qu'à chaque fois que vous envoyez un salarié sur un chantier, vous tenez un petit planning sur lequel vous comptabilisez le nombre d'heures qu'il passe sur un chantier. Et donc, cette information-là est essentielle pour pouvoir, à la fin, calculer votre coût horaire sec. D'accord? Donc, le fichier de suivi de chantier, il est utilisé pour calculer le nombre d'heures productives, donc, de votre salarié. OK? Le fichier de salaire, on va plutôt l'utiliser pour la valeur, pour avoir le montant en valeur de la main-d'œuvre. Quand je dis en valeur, c'est-à-dire
le montant total que représente votre main-d'œuvre dans votre entreprise. C'est pour ça qu'on va utiliser le fichier des salaires, puisque il faut bien comprendre que quand vous calculez votre coût horaire sec, non seulement vous tenez compte de votre main-d'œuvre productive, mais il faut tenir compte également de la main-d'œuvre non productive au final pour obtenir le coût de revient. Parce que sinon, votre coût de revient sera faussé si vous tenez compte uniquement de la main-d'œuvre productive, puisqu'il faut prendre en charge également le personnel qui n'est pas sur le chantier. C'est très important. Sinon, l'évaluation de votre coût de revient sera déséquilibrée. Alors là, on est sur le compte de résultat. Et donc, dans le compte de résultat, pourquoi je vous ai affiché un modèle? C'est pour que vous puissiez voir où aller chercher les informations concernant les charges. Donc, vous avez une ligne 607, achat de marchandises. Ensuite, 6037, variation de stock. Puis, achat de matière, la variation de stock de l'achat de matière. Et enfin, la ligne 611, autres achats et charges externes. Donc, en fonction de l'entreprise, si vous êtes en général dans une entreprise du BTP, on est sur de la production, d'accord? Donc, ça peut être la production vendue de biens ou la production vendue de services. Ça, c'est de la partie production, mais là, on parle des charges. Et concernant les charges, les lignes qui nous intéressent pour calculer, répartir les charges, ce sont les lignes 604, sous-traitance directe, et les lignes 611, autres achats et charges externes. Alors, ce ne sont pas tous les comptables hein, qui utilisent le compte 604. Il y en a qui mettent tout dans le compte 611, ou encore qui répartissent, ou encore qui mettent tout dans le compte 604. Ça dépend de l'activité de l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise qui utilise quand même énormément de sous-traitance, vous aurez effectivement une ligne 604, sous-traitance directe. Et ensuite, vous aurez une ligne autres achats et charges externes. Et donc, cette ligne autres achats et charges externes, c'est dans cette ligne qu'il faudra prendre les éléments pour répartir en frais généraux, d'accord, charges indirectes, et faire la répartition en charges indirectes, faire la répartition en charges variables, faire la répartition en charges fixes. Donc, pour pouvoir faire cette répartition, en fait, de savoir quelle est la quantité que vous répartissez, vous avez deux possibilités. Soit vous demandez le grand livre à votre comptable et dans le grand livre, en fait, vous allez voir la façon dont il a enregistré, par exemple, les différentes charges de l'entreprise. Et donc, grâce à un tableau, vous allez répartir où sont les charges variables, où sont les charges fixes, où sont les frais généraux et où sont les charges directes. Alors, c'est un travail qui est un peu chronophage, je vous l'accorde, mais c'est important parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez utiliser le même outil pour les années suivantes. Donc, je reprends les deux lignes qui sont importantes ici pour la répartition des charges. C'est la ligne autres achats et charges externes, le compte 611, et la ligne 604, sous-traitance directe. D'accord? Puisque ça vous permet de répartir vos charges de manière équitable pour pouvoir ensuite calculer le coefficient de frais généraux et pour pouvoir le mieux possible répartir vos charges. Alors, pourquoi je ne parle pas des lignes 607 et 601? Puisque ce sont des charges qui sont directes, qui sont associées donc au chantier. Et donc, il n'y a pas besoin de faire d'autres répartitions parce qu'au niveau de l'intitulé, on sait déjà que ce sont des charges qui sont associées directement au chantier. Donc, tout ce qui est 607, ça, 607, c'est si vraiment vous vendez de la marchandise. Donc, ça veut dire que vous achetez pour revendre. Mais si vous êtes dans la production, normalement, vous n'avez pas cette ligne dans votre compte de résultat. Si vous êtes que dans la production, vous n'avez pas cette ligne. Vous avez passé tout de suite à la ligne 601, qui est achat de matières premières. D'accord? Donc, achat de matières premières, ça, c'est une charge qui est liée directement au chantier.
Sous-traitance directe, pareil. Par contre, la ligne autre achat et charges externes, là, à ce moment-là, il faut prendre son temps pour pouvoir répartir les charges correctement au niveau répartir les charges pour pouvoir mieux calculer le coût horaire sec. Alors, j'ai un modèle de tableau à vous proposer pour la répartition des charges, comme celui-ci, par exemple, où là, vous pouvez avoir une vision plus claire de votre répartition. Et donc, effectivement, vous avez une ligne juste en dessous de la variation de stock qui s'appelle sous-traitance. On vient de l'avoir tout à l'heure, sous-traitance directe, 604. Et donc, vous avez vu que cette charge est répartie en charge variable. D'accord? C'est une charge directe, directement associée au chantier. Donc, elle varie en fonction de l'activité. C'est pour ça qu'on l'appelle une charge variable. Et juste en dessous, vous avez la ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure où il faut bien répartir les charges. C'est la ligne 611 qui correspond au compte 611 dans le compte de résultat, autres achats et charges externes. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une ligne, une colonne charge variable et une colonne charge fixe. Donc, cette ligne, autres achats et charges externes, c'est là que c'est déterminant de pouvoir répartir vos charges, soit en variable, soit en fixe. Mais comme vous connaissez le fonctionnement de votre entreprise, donc normalement, en fonction de ce que le comptable a enregistré, vous savez, vous savez hein, où est-ce qu'il faut répartir vos charges, si vous savez si c'est une charge qui est fixe ou si c'est une charge qui est variable. Vous n'avez pas besoin spécialement d'être assisté par le comptable pour pouvoir faire cette répartition puisque vous êtes au fait du fonctionnement de votre entreprise. C'est juste que il faut bien placer les charges qui sont variables au bon endroit parce qu'elles ne sont pas fixes, elles sont variables, d'accord? Donc, les mettre dans la partie variable et les charges fixes, les mettre dans la partie fixe puisque c'est important par la suite par rapport à la répartition des frais généraux. On le verra par rapport au calcul du coût horaire sec. Une fois que vous avez réparti vos charges, il faut maintenant faire une répartition par rapport aux charges liées à la main-d'œuvre. D'accord? Donc, j'ai évoqué tout à l'heure une notion concernant la main-d'œuvre productive et la main-d'œuvre non productive. Donc, la main-d'œuvre productive, vous avez bien compris que c'est la main-d'œuvre qui est liée directement au chantier. Et la main-d'œuvre non productive, celle qu'on retrouve essentiellement dans la partie administrative. D'accord? Donc, il faut faire un calcul par rapport à la main-d'œuvre productive et non productive. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si vous tenez un fichier de suivi de chantier, effectivement, vous notez les heures où votre ouvrier, votre salarié est présent sur le chantier pour pouvoir déterminer la main-d'œuvre productive. Et donc, ce nombre d'heures, c'est essentiel pour ensuite calculer le coût horaire sec. Donc, une fois que vous avez fait cette répartition, alors avant d'arriver au coût horaire sec, je voudrais quand même rester sur le processus du calcul. Donc, pour obtenir, par exemple, pour un salarié, juste pour information, vous prenez le nombre de semaines travaillées à l'année. En général, c'est soit 45, soit 46 semaines. Ça dépend du nombre d'heures effectuées à la semaine. Donc, les 45-46 semaines à l'année, puisque là, bien sûr, les calculs que l'on fait, là, ce sont des calculs à l'année. Hein. Donc, 45-46 semaines par an, multiplié par le nombre d'heures effectuées par semaine. Donc, vous avez des entreprises qui sont à 35 heures, vous en avez qui sont à 36, vous en avez qui sont à 39. Donc, tout dépend du nombre d'heures effectuées par l'entreprise. D'accord? Et ensuite, vous multipliez ensuite ces deux chiffres par le pourcentage productif. Pourcentage productif, c'est quoi? C'est à savoir, est-ce que la personne, elle fait 80% de son temps
sur un chantier, sur l'année, ou est-ce qu'elle fait 70% de son temps sur un chantier? C'est ce qui détermine en fait ce pourcentage, c'est grâce au fichier de suivi de chantier que vous tenez par rapport à ce salarié. Alors, c'est soit voilà, vous tenez un fichier ou soit vous faites une estimation en fonction d'un pourcentage. D'accord? Et donc, si vous avez plusieurs salariés qui font 35 heures, qui ont le même pourcentage, vous multipliez par le nombre de salariés et donc ça vous donne le nombre d'heures effectuées par ce salarié à l'année. Donc, je reprends nombre de semaines multiplié par le nombre d'heures, multiplié par le pourcentage productif et multiplié par le nombre de salariés qui correspond au même profil. Le chef d'entreprise, lui, en général, il est seul. Donc, en fait, c'est toujours le même principe, hein, nombre de semaines, nombre d'heures. Et s'il fait 10% sur un chantier, vous prenez que les 10% qui correspondent à son chantier. Donc là, les informations que je vous ai données, c'est pour calculer la main-d'œuvre productive. D'accord? Donc, une fois que vous avez établi ces calculs, vous pouvez utiliser un tableau comme celui-là où vous mettez les éléments pour calculer la main-d'œuvre productive. Et bien sûr, vous avez bien compris que la main-d'œuvre non productive, c'est la différence restante, d'accord, par rapport à chaque individu dans l'entreprise. Et donc, du coup, une fois que vous avez déterminé le nombre d'heures productives, puisque vous avez additionné les heures du chef d'entreprise et les heures des salariés, ça vous donne le nombre d'heures productives pour tout le monde. Et en amont, on avait calculé également dans ce tableau la main-d'œuvre productive en valeur, c'est-à-dire qu'on avait récupéré tous les salaires bruts de l'entreprise qu'on a additionnés et ça nous a donné un montant, d'accord? Et donc, de ce montant, on a bien différencié la main-d'œuvre productive et la main-d'œuvre improductive. OK? Et donc, on utilise que le montant productif qu'on divise par le nombre d'heures productives et ça nous donne le coût horaire sec. Il y a un d'entre vous qui est intervenu, donc c'est de cela que je parlais tout à l'heure concernant le coût horaire sec. Ça, c'est le calcul uniquement pour la main-d'œuvre productive, donc le coût horaire sec. Mais par la suite, vous devez calculer également le coût de revient. Et donc, c'est là qu'intervient la main-d'œuvre non productive et les frais généraux. Alors, vous avez 3 méthodes de calcul des frais généraux. Tout dépend en fait de la structure de l'entreprise. Si vous avez une entreprise alors, 3 méthodes. Il y a une méthode qui utilise la première méthode où si vous avez beaucoup de main-d'œuvre, on passe par la première méthode. On va voir tout à l'heure comment faire. Ensuite, vous avez une deuxième méthode où où vous utilisez de la main-d'œuvre, mais aussi de la marchandise, de la matière dans le calcul. Donc, on appelle cette méthode marge contributive. Et vous avez la troisième méthode déboursé sec qui est le plus souvent utilisée. Et donc, à ce moment-là, l'artisan totalise la sous-traitance, la main-d'œuvre et la matière et qu'il appelle déboursé sec en fait et qu'il divise par l'ensemble pour calculer son coût de revient. À ce moment-là, la méthode pour calculer le coût de revient est complètement différente de celle où vous associez la matière et la main-d'œuvre et la sous-traitance. Ce n'est pas du tout les mêmes calculs. Par contre, si vous êtes dans une configuration où vous avez de la sous-traitance, de la main-d'œuvre et un peu d'achat de matière, alors, les comptables préconisent d'utiliser la méthode où vous calculez en utilisant le rapport de la marge contributive ou encore du déboursé sec. Alors, c'est quoi le principe? C'est pas forcément de retenir une méthode de calcul, mais c'est surtout de pouvoir
répartir le mieux possible votre coefficient de frais généraux. Parce que imaginons que vous faites un calcul de votre coût de revient et que votre coefficient est essentiellement réparti que sur la main-d'œuvre, par exemple, et qu'en fait, vous faites beaucoup d'achats de matière, la répartition n'est pas équilibrée, en fait. Alors, les conséquences qu'il peut y avoir, c'est soit vous êtes plus cher que le marché et en fait, vous êtes toujours demandé pourquoi votre concurrent proposait un tarif beaucoup plus intéressant pour vous, mais vous aviez beau faire vos calculs, vous comprenez pas pourquoi il est toujours mieux positionné. Donc, soit effectivement, vous êtes toujours un petit peu plus cher, ou soit au final, votre tarif ne vous permet pas de couvrir vos charges. Donc, c'est pourquoi il est très important de, d'avoir une observation vraiment efficace de son compte de résultat. C'est très important. Alors, j'ai une question qui est une personne qui me demande s'il y a beaucoup d'achats, beaucoup de main-d'œuvre et peu de sous-traitance. Là, vous êtes sur une méthodologie où en fait, vous êtes équilibré entre la main-d'œuvre et l'achat. Donc, vous êtes sur... alors, c'est soit vous faites la méthode du déboursé sec, c'est-à-dire la méthode où vous additionnez toutes les charges et en fait, vous faites un ratio qui est équilibré sur les trois charges, ou soit vous êtes sur une méthode où vous décidez, vous faites le choix de mettre en avant vos achats de marchandises, achats de matière. Et donc, à ce moment-là, dans vos calculs, vous valorisez plutôt l'achat. Et donc, votre coefficient est réparti sur l'achat de marchandises essentiellement. Mais c'est vous qui connaissez votre marché. Donc, vous vous estimez ce qui vous paraît le plus intéressant. Ce qu'il faut voir dans les coefficients, c'est surtout de pouvoir choisir un coefficient qui vous arrange certes au niveau de la répartition des charges et aussi au final au niveau du coût de revient par rapport au prix du marché. Puisque vous avez bien compris que moins vous êtes cher, et plus vous avez de chances d'obtenir des marchés intéressants. Alors, je vais vous donner un exemple concret au niveau de la répartition. Imaginons que vous avez une entreprise et que vous faites le choix d'embaucher un technicien, mais vous vous demandez est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça augmente les charges de l'entreprise, les charges salariales. Donc, vous dites, ah là là, je vais embaucher quelqu'un, mais donc ça veut dire plus de charges. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais ça peut vouloir le coup si le technicien que vous allez embaucher, il est à 80% productif sur le chantier, 90% même, et que jusqu'à présent, le personnel que vous aviez une productivité de seulement 60%. Donc, quand vous faites des calculs, en fait, le technicien que vous avez embauché qui alourdit vos charges, mais il augmente la productivité de votre chantier. Donc, du coup, comme il augmente la productivité de votre chantier, vous avez la possibilité d'avoir un coût de revient qui est plus bas que votre concurrent. En fait, c'est ça. C'est ça la problématique. Vous pouvez toujours tester. C'est ça l'intérêt, en fait, de se dire, est-ce que par rapport à l'activité de mon entreprise, est-ce que je continue, est-ce que j'embauche alors que j'estime que quand je fais mes calculs au niveau des charges, ça alourdit mes charges. Oui, ça alourdit vos charges salariales. Mais de notre côté,
Si votre répartition au niveau de la main-d'œuvre productive, vous vous rendez compte que les personnes qui sont actuellement en poste ne sont pas suffisamment productives par rapport au projet de l'entreprise et par rapport au chantier que vous avez en cours, le fait d'embaucher une personne de plus qui, à ce moment-là, par rapport à ses compétences, par rapport à son rendement, finalement, vous donne une productivité à 90%, eh bien, elle augmente effectivement la productivité de l'entreprise, elle permet d'augmenter la productivité de l'entreprise et donc diminuer votre coût de revient horaire au final. Donc là, cette diapo vous montre en fait, je vous explique ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a différents types de méthodes par rapport au Ah, calcul. Joël, je me Oui, permets de te couper. On demande dans le chat s'ils peuvent avoir les calculs de ce que tu dis. Ah, c'est bon. ah, OK. Donc voilà, là, une slide qui présente les trois méthodes. La première méthode, celle dont je vous ai parlé, qui concerne la main-d'œuvre. Donc là, vous avez la méthode de calcul, d'accord? Donc, c'est 1 plus, entre parenthèses, FG, c'est frais généraux, divisé par la main-d'œuvre et qui donne le coefficient. Donc, je disais tout à l'heure que les frais généraux à ce moment-là sont répartis sur la main-d'œuvre, que la main-d'œuvre. C'est pour ça que je disais que la première méthode concerne surtout les entreprises qui ont à 80% de la main-d'œuvre dans leur compte de résultat. D'accord? Ensuite, la deuxième méthode, celle du bas. Là, à ce moment-là, on parle de marge contributive, de frais généraux et de main-d'œuvre. Donc, les éléments pris en compte, ce sont les frais généraux, la marge contributive, c'est-à-dire la marge que vous mettez sur vos achats de matière. OK? Et donc, on divise tout cela par la main-d'œuvre. Donc, vous voyez que c'est quand même assez technique. Et donc, l'intérêt pour vous de connaître les méthodes, c'est surtout de savoir à quoi ça correspond. Et donc, en fonction, c'est vous qui connaissez le fonctionnement de votre entreprise. Si vous savez que vous êtes une entreprise qui a énormément de main-d'œuvre, vous allez, avec votre comptable, lui dire, bon, ben, moi, je voudrais que vous me proposiez un coefficient adapté à la typologie de mon entreprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, voilà, je voudrais que vous me calculiez le coefficient, mais en tenant compte du fait que ma main-d'œuvre représente 80% de mon chiffre d'affaires. La troisième méthode, c'est une méthode où, comme je vous disais, vous avez, vous avez le rond déboursé sec, DS, c'est déboursé sec. Et en fait, dans le déboursé sec, vous avez les trois éléments. Vous avez la main-d'œuvre, vous avez la sous-traitance et vous avez l'achat de matière. D'accord? Et donc, en fait, vous additionnez ces trois éléments. Et donc, du coup, les frais généraux seront répartis sur les trois éléments. J'ai eu une question tout à l'heure concernant la sous-traitance. Si effectivement, vous avez, ça s'équilibre entre la sous-traitance, la main-d'œuvre et l'achat de matière, vous pouvez utiliser la méthode 3 qui prend en compte effectivement la sous-traitance. Là, ensuite, on a échangé sur la main-d'œuvre productive et non productive pour le calcul du coût horaire sec. Donc, une fois qu'on a déterminé le coefficient des frais généraux, on a tous les éléments pour calculer le coût de revient, puisque, en fait, vous allez multiplier le coût horaire sec au coefficient des frais généraux pour obtenir le coût de revient horaire. Alors, je fais juste un récapitulatif concernant le coût horaire sec. Les éléments qu'on a pris en compte, c'est le calcul de la main-d'œuvre. Donc, les salaires, on a totalisé les salaires bruts de l'entreprise. On a déterminé dans ces salaires la main-d'œuvre productive et improductive. Et on a pris les éléments en valeur de la main-d'œuvre productive, d'accord, qui nous a donné le montant donc des salaires productifs dans l'entreprise, OK? Et on a multiplié ça par le nombre d'heures productives dans l'entreprise, OK? Et ça nous a donné le coût horaire sec.
Et ensuite, on a calculé le coefficient des frais généraux. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure les 3 méthodes de calcul. Soit vous avez une entreprise qui a énormément de main-d'œuvre dedans. Et donc, je disais que ça correspond dans le compte de résultat. Par exemple, la ligne production de services, vous avez donc une ligne production de services qui représente à peu près 80%, 70% de votre chiffre d'affaires. Donc là, à ce moment-là, la main-d'œuvre est majoritaire dans votre chiffre d'affaires. Vous pouvez utiliser la première méthode. Par contre, deuxième méthode, si vous êtes sur la marge contributive et à ce moment-là, vous avez de la matière, de l'achat de marchandises. Et donc, vous multipliez un coefficient à cet achat de marchandises pour calculer, plus la main-d'œuvre. Et donc, vous répartissez les frais généraux sur tout ça. Et enfin, la troisième méthode où il y a un équilibre entre la sous-traitance, la main-d'œuvre et l'achat de matière. Et donc, vous êtes sur la troisième méthode. Et donc, une fois que vous avez déterminé le coefficient des frais généraux, vous multipliez par votre coût horaire sec et ça vous permet d'obtenir votre coût de revient horaire. Alors, c'est quoi le coût de revient horaire? C'est le montant auquel correspond l'heure, en fait. Combien vous coûte le chantier à l'heure. Donc, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas qu'il faut, les calculs ne sont pas terminés, hein. Il faut multiplier donc ce chiffre par le nombre d'heures passées sur le chantier. D'accord? Ensuite, quand vous avez calculé le nombre d'heures passées sur le chantier, vous additionnez tout ce qui est location, tout ce qui est location, quoi d'autre, si vous avez acheté de la matière, des choses comme ça. Et donc, ça vous permet de savoir combien a coûté votre chantier. Et ensuite, une fois que vous avez calculé le coût de revient de votre chantier, il ne vous reste plus qu'à déterminer le prix de vente, le prix auquel vous allez vendre ce chantier. Et donc, c'est à vous de savoir quelle marge que vous voulez mettre sur ce chantier. Vous multipliez par la marge et là, vous obtenez le prix de vente que vous allez donner à votre client. Donc là, on est sur une slide où je vous liste les conséquences, en fait, les enjeux qu'il peut y avoir s'il y a une mauvaise estimation de son coût de revient. Et donc, ça veut dire que les frais de déplacement ne sont pas bien évalués, les ressources n'ont pas été bien estimées, les imprévus, on n'en a pas tenu compte dans la marge. C'est un élément dont on n'a pas parlé, mais effectivement, il faut en tenir compte quand vous déterminez votre marge sur le coût de revient de votre chantier ou encore vous êtes trompé sur le taux de TVA. Donc, c'est quelques éléments succincts de ce qui peut, des conséquences d'une mauvaise estimation des enjeux. Alors là, on est sur des slides qui présentent un peu ce que la FAB peut vous proposer en termes d'accompagnement par rapport à la thématique, puisque comprendre la rentabilité d'un chantier, nous avons 2 formations GEAB et EAB dans lesquelles on vous accompagne pour vous aider en fait dans votre problématique du coût de revient au quotidien. Et donc, on a un outil qui s'appelle la matrice. C'est un document Excel sur lequel on peut vous montrer. Alors, c'est un document où en fait vous enregistrez, on vous accompagne pour enregistrer votre compte de résultat et votre bilan. Et au fil des séances, on vous accompagne pour calculer votre seuil de rentabilité, votre coût de revient, la main-d'œuvre productive, improductive. Et donc, c'est un outil que vous pouvez garder, utiliser même dans le fonctionnement de votre entreprise pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les indicateurs à utiliser et à mettre en place pour le calcul de votre coût de revient. Alors, j'ai une question qui me dit que le plus dur, c'est d'estimer le temps passé sur le chantier. Alors,
Oui et non, parce qu'en fait, si vous créez un tableau Excel ou si vous demandez de créer un tableau Excel, pour vous, vous pouvez mettre en place un fichier suivi de chantier qui vous aide en fait à comptabiliser le nombre d'heures que passe chacun des salariés sur le chantier. Donc ça, soit vous chargez le chef de chantier de le faire et donc vous créez l'outil pour lui et donc en fait, il est tenu de remplir ce document en début et en fin de chantier pour chaque salarié ou encore la personne qui est dans les bureaux, vous essayez de voir avec elle. Mais en tout cas, il faut vraiment mettre en place un outil pour pouvoir comptabiliser le temps passé sur un chantier, puisqu'effectivement, si le temps estimé ne correspond pas en fait à la réalité, c'est plutôt compliqué. Au moment de faire le devis, ah ben oui, c'est clair que en fait, c'est l'expérience qui parle, hein. C'est par rapport à l'estimation du temps passé sur un chantier. C'est à force en fait de faire des devis, vous allez prendre de l'assurance et donc du coup, au début, c'est clair qu'il vaut mieux euh, estimer un temps qui est, je ne vais pas dire que vous allez surestimer, mais en tout cas, vaut mieux mettre un petit peu plus qu'un petit peu moins parce que si vous avez sous-estimé le temps, le truc, c'est que vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous avez déjà donné le prix, donc c'est compliqué. Donc, et si effectivement vous avez trop surestimé, vous êtes plus cher que les autres, donc c'est les raisons pour lesquelles il faut aussi s'intéresser un petit peu aux concurrents et au marché pour savoir pourquoi vous ayez un repère, une base de travail. Et c'est à partir de cette base que vous pouvez estimer le temps passé sur votre chantier. Et quand vous êtes débutant, c'est clair que vous devez vraiment prendre la tâche de personnes qui ont l'expérience sur le terrain et qui peuvent vous guider. Vous pouvez aussi récupérer des informations en allant dans des organismes comme les CCI, les chambres de commerce ou encore les chambres de métier qui là ont certainement des éléments, des informations qui peuvent vous donner, vous guider en fait sur le fonctionnement d'une entreprise qui soit par exemple dans l'électricité ou soit dans la plomberie et pour vous donner des pistes sur le temps à évaluer. Mais c'est clair qu'au début, ce n'est pas simple quand on démarre sur le marché et on ne veut pas être trop cher parce que sinon on passe à côté de beaucoup de marchés. Je vous l'accorde, c'est pas simple. Mais le temps d'exécution estimé, tâche par tâche, et tout cumulé avec une marge de travail en plus. C'est ça, exactement. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations et que si vous souhaitez, alors je vais mettre la diapo qui concerne le centre de formation, avoir des renseignements sur les formations que l'ANFAB propose. Je vous invite à nous contacter. Et donc, puisque on peut vous accompagner déjà pour le montage du dossier, par rapport à cette formation. Et ce sont des formations en comptabilité, en tout cas, que l'on propose, c'est sur 18 mois. Et donc, c'est à raison d'une fois par semaine où on vous guide sur le calcul de vos revenus, de la main-d'œuvre productive et improductive. Et en fait, c'est la possibilité de mettre des mots sur des choses que vous connaissez, hein, mais pour être forger en fait votre connaissance là-dessus et vous donner plus d'assurance devant votre gestionnaire ou devant votre banquier par rapport au suivi de vos comptes. Voilà.